Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler une nouvelle fois du lore de Warframe. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de personnages extrêmement importants dans l'univers de Warframe et dans son histoire. Des personnages qui, pour certains, ont marqué l'univers de Warframe et pour d'autres, ont été moins importants. On va pas se mentir. Mais dans tous les cas, ces personnages-là faisaient partie de la caste la plus importante dans l'Empire Orokin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des exécuteurs Orokin. Alors, il y a une raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de ces gars-là. C'est parce que très récemment, avec le dernier dev stream de Digital Extreme, nous avons découvert l'identité de la version proto-frame de la prochaine Warframe nommée Uriel. Cette proto-frame pas n'importe quelle proto-frame, c'est une proto-frame Orokin. C'est-à-dire que la personne, l'humain, ayant été transformé en Warframe, était en réalité un Orokin. C'est la toute première fois dans l'histoire et l'univers de Warframe que nous entendons parler d'un Orokin s'étant fait transformer en Warframe. On a eu des enfants, on a eu des hommes, des femmes, des cadavres, des presque animaux, enfin on a eu énormément de choses qui se sont transformées en Warframe, mais jamais un Orokin. Comme quoi, il faut un début à tout. Et en vrai, maintenant que j'y pense, je me demande comment est-ce qu'on n'aurait pas pu y penser plus tôt. C'était évident que parmi toutes les possibilités qui a eu lieu, un Orokin se soit lui aussi fait transformer. Mais le truc le plus intéressant, c'est que cet Orokin ne semblait pas réellement conscient, non pas conscient, mais plutôt consentant dans cette démarche. Et on va en parler dans cette vidéo, parce que j'ai une théorie par rapport à lui, et ça en lien avec les exécuteurs. Mais d'ailleurs, les exécuteurs, c'est qui? Faut savoir que dans l'Empire Orokin, il y avait des castes de personnes plus ou moins importantes. Du plus bas, on pouvait avoir les humains basiques, les fermiers, les esclaves, Grineer, etc., les soldats. Un petit peu au-dessus, on avait les Dax, qui étaient un peu l'arme d'élite, les guerriers d'élite de l'Empire Orokin, de l'armée. Encore au-dessus, nous avions les Archimédiens, on peut dire ça comme ça, les scientifiques, etc. Certains étaient humains, d'autres Orokin. Ensuite, on avait l'Orokin basique, qui s'était considéré déjà comme des dieux, alors que c'était juste des gens normaux, enfin, des Orokin normaux. Ensuite, nous avions les exécuteurs Orokin, et encore au-dessus, il y avait les empereurs. Et tout comme les empereurs, les exécuteurs étaient au nombre de 7. 7 empereurs, 7 exécuteurs. D'ailleurs, pendant très longtemps, on supposait, ou du moins on se demandait si finalement les 7 empereurs n'étaient pas aussi les 7 exécuteurs. Et que finalement l'identité des empereurs ou la création de ces 7 empereurs était une certaine manière, une façon de peut-être sécuriser les exécuteurs ou au moins de faire un autre truc. On sait pas trop, mais en tout cas, on a pensé pendant un moment donné que les deux n'étaient qu'une seule et même personne, mais en fait, non. Effectivement, on a eu la confirmation que les 7 empereurs ont bel et bien existé, et que les 7 exécuteurs également. Alors, par contre, les empereurs, on ne les a jamais vus dans l'univers de Warframe, et on ne sait rien d'eux. On ne connaît pas leur nom, leur identité, rien. On ne sait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils sont sortis une fois de leur salle du trône, une seule fois, pour récompenser les Tenno à la fin de la guerre opposant l'Empire aux Sentients, et on les a tués. C'était la fois de trop. Comme quoi, des fois, il suffit qu'une fois. Les exécuteurs, pardon, pour le coup, eux, on en sait des choses sur eux. On en sait un paquet d'ailleurs des choses sur eux. On sait que sur les 7, on en connaît 5. Bon, en réalité, sur les 5, il y en a, on a beaucoup vu, et dont on connaît beaucoup de choses sur eux, et d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Aventus. Alors Aventus, c'est une exécutrice, de ce que j'ai réussi à lire. On a très peu d'informations sur elle ou lui, donc je ne suis même pas sûr de son genre. Mais en tout cas, c'était une personne qui
qui était un exécuteur Orokin, qui serait mort lors d'une rébellion Grineer, tué par une Sea Grineer, et elle a totalement été oubliée. On n'a aucune information sur cette personne, aucune information de plus de ce qu'elle a fait, juste son nom, Aventus. Peut-être même que son nom n'est pas réellement une information claire. En tout cas, on sait qu'il y a peut-être un exécuteur où les Orokins le sont fait. Ensuite, nous avons les autres exécuteurs, qui pour le coup, eux, on a beaucoup plus de choses à dire sur eux. Notamment, Karish. Alors le glouton Karish était un Orokin très grand et corpulent. Il possédait 12 estomacs supplémentaires, greffés lui-même, nécessitant l'utilisation de lévitateurs exosac pour les soutenir et se déplacer. Après l'effondrement de l'Empire Orokin, Karish trouva refuge dans la cité gelée et ravagée par la famine de Rida, située sur Europe, une planète qui d'ailleurs est assez jolie. Il y mena une vie fastueuse, dévorant festin après festin sous le regard émacié des citoyens. C'est à ce moment-là que les Warframes Grendel et Gauss apparaîtraient, alors pour libérer Rida du contrôle de Karish. Gauss, lui, n'est pas réellement entré dans la ville, il est plus resté à l'entrée, interceptant vraisemblablement les patrouilles de retour, etc. Tandis que Grendel, lui, pour le coup, il est réellement allé dans la ville, il a consumé tous les soldats d'Axe, forçant Karish à fuir, et il a aussi guéri de la maladie et de la famine tous les habitants de Rida, en leur laissant avoir accès à l'immense réserve de nourriture dont Karish avait la possession. Immense réserve de nourriture qu'il avait très certainement volée aux habitants de Rida qui, à ce moment-là, étaient déjà en famine. Donc, il fallait quand même bien un paquet de nourriture pour nourrir ses 12 estomacs. D'ailleurs, en parlant de nourrir, il faut savoir que Karish s'est sauvé dans les montagnes d'Europe, et l'histoire raconte que pendant que les habitants de Rida étaient en train de fêter leur liberté, ils entendirent une sorte d'énorme rot résonner dans la vallée. Très certainement Grendel, qui lui aussi s'est tapé un petit croc de Karish. Et voilà ce qu'on apprend sur Karish. Lui, pour le coup, il a fini dans le bid d'une Warframe. Dans le bid de notre très cher Grendel. D'ailleurs, c'est une des rares histoires où on apprend la coopération entre deux Warframes lors d'une chasse aux Orokin, même une coopération entre deux Warframes. On en entendait souvent, mais la relation de Grendel et Gauss est un petit peu différente, étant donné qu'ils sont vraiment amis, apparemment. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Parlons maintenant d'un autre exécuteur, parlons de Nihil. Alors Nihil, j'aime bien parler de lui car il est assez intéressant. Tout d'abord, c'était un exécuteur tristement célèbre pour être le créateur des céphalons. Vous savez, ces céphalons, j'ai fait une vidéo dessus, c'était des entités autrefois humains transformées en intelligence numérique, immortelles, après avoir enfreint les lois Orokin, ou parfois certaines personnes voulaient être des céphalons pour pouvoir vivre éternellement et conserver leur savoir, etc. Bon, en tout cas, la plupart du temps, généralement, ceux qui avaient enfreint la loi, ils avaient un châtiment qui était que leur mémoire était effacée, puis ils étaient reprogrammés pour servir éternellement l'Empire. Donc généralement, c'était pas une très bonne chose. Nihil, il est revenu à un moment donné dans une quête qui s'appelait le Retour du Glacemaker, après la chute des Orokin, hein, et à ce moment-là, il a attiré l'attention des Ténors en glaçant ses victimes, une forme d'exécution qui fige ses cibles dans du verre. Ces meurtres suivent un schéma précis. Toutes ces victimes ont un point commun, elles se sont rebellées contre l'ordre établi de leur faction. Par exemple, il avait glacé Shig, un Ostron qui trafiquait des ressources de l'Unum. Il avait glacé Bak Vondu, un Corpus qui essayait de travailler seul, alors que les Corpus sont très dans le un seul homme, les salariés, l'argent, etc. Graal, ce qui était un Grineer déserteur, qui avait déserté du coup les reines Grineer, un peu comme Cal d'une certaine manière. Et Cutter, une Solaris, qui avait trahi sa cause après le désastre de Deck 12. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Fortuna. Ces exécutions rappelaient la logique impitoyable des exécuteurs, punir ceux qui sortent du rang. Car ça, c'était extrêmement important pour les Orokin, et pour l'Empire d'ailleurs de manière générale, il fallait absolument que le statu quo reste un statu quo.
C'est aussi pour ça que dans l'histoire de Lavos, son maître se fera exécuter parce qu'il est un alchimiste, et avec l'alchimie, il est possible de modifier la nature d'un matériau, et du coup de par exemple transformer le fer en or, ce qui aurait été extrêmement dangereux pour le statu quo. Mais bon, ça encore c'est une autre histoire, allez voir ma vidéo sur Lavos. Il faut savoir que les Tenno ont enquêté sur ce fameux Glassmaker et sur Neil au moment où on a appris ces exécutions, notamment parce que c'est Noranite qui nous a appelés, et on va enquêter à ses côtés sur les crimes en nous plongeant dans le Crime Simula. C'est une sorte d'espace virtuel issu de la web des céphalons, une sorte de mémoire, et on y découvre ses motivations. Neil veut ramener un ordre dans le système, selon sa vision, bien évidemment, de la justice. Les Tenno finiront par remonter jusqu'à son repère et découvrent un fait marquant. Neil s'était lui-même vitrifié, donc il s'était lui-même emprisonné dans le verre pour échapper à l'effondrement de l'Empire Orokin et à la traque et au massacre des Orokin perpétrés par la rébellion des Tenno. Mais grâce aux actions de ses victimes manipulées, il parvient à libérer son influence à travers le système, reprenant ses exécutions de masse, poussant plus loin encore sa croisade, et il va même jusqu'à glacer Noranite. Mais bon, heureusement les Tenno arrivent, retournent son arme contre lui, on va même dans sa dimension, on le combat et on l'emprisonne une nouvelle fois dans sa propre dimension. Et d'ailleurs, si vous avez terminé cette mission, vous avez normalement ce qu'on appelle une sorte de petite décoration de Glassmaker, ou je ne sais plus le nom, où vous pouvez rejouer le combat de boss contre Neil. Et en réalité, ça veut dire que dans notre vaisseau, en décoration, on a un exécuteur Orokin. Un peu comme un génie de la lampe, mais maléfique, et qui ne peut pas sortir de la lampe. Mais c'est assez marrant de savoir ça. Ensuite, mesdames et messieurs, parlons d'un autre exécuteur, parlons de Tuvul. Alors Tuvul, lui, il a une importance assez particulière. Déjà, Tuvul, c'est un exécuteur qui est un petit peu moins connu que Ballas, mais pas tant que ça. Il est juste un tout petit peu moins connu que Ballas. Mais son rôle dans l'histoire Orokin est resté crucial. Alors comme ses pairs, il était animé par l'arrogance et le mépris, surtout envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. Il a surtout fait parler de lui lors de l'opération du Zariman Tenzero. On a retrouvé des traces de Tuvul à travers des hologrammes disséminés dans tout le vaisseau, ses discours qui révélaient son dédain pour les colons et sa manière insidieuse de les intimider, ce qui illustre bien la mentalité des exécuteurs, domination et menaces voilées. Tuvul assista aussi au procès de l'archimédien Périntole, comme Ballas également. Contrairement à certains exécuteurs, il ne montrait pas de rejet complet face au projet Centurion. Et parce que faisons un petit arrêt sur image, mais Périntole est l'archimédien qui a proposé aux exécuteurs Orokin l'idée de faire une intelligence artificielle pour l'envoyer dans le système TOE et terraformer tout ça. À ce moment-là, ce n'est pas des sentients, c'est une IA juste, mais en tout cas, il a du coup proposé cette idée aux exécuteurs. Tuvul, lui, il a accepté tacitement cette initiative risquée qui devait permettre aux Orokin de coloniser TOE. Cela montrait un côté plus pragmatique chez lui, même si ses motivations réelles restaient sans doute politiques. Et également parce que Ballas, lui, était totalement contre et qu'il avait envie d'être contre Ballas très certainement. Mais son rôle le plus marquant est lié au Circulus. C'est le temple sacré de l'UA, où les Orokin pratiquaient la continuité. Le transfert d'esprit dans de nouveaux corps. Vous savez, c'est la capacité qu'avaient les Orokin à transférer leur esprit d'un corps à un autre en utilisant du Kuva, du néant et les modes Requiem, enfin les mots Requiem, et ça leur permettait de vivre éternellement d'une certaine manière en changeant de corps. Alors Tuvul en était le chef de ce Circulus. Et d'ailleurs, durant la chute de l'Empire Orokin, il va tenter de s'enfuir en utilisant la continuité parce qu'il est gravement blessé, parce qu'à ce moment-là, il est poursuivi par une Warframe, mais pas n'importe laquelle, Voruna. Alors pourquoi c'est pas n'importe laquelle? Parce que Voruna, c'était la gardienne du Circulus à la base. C'était celle qui protégeait les Orokin pendant qu'ils étaient en train de se faire... pendant qu'ils étaient en train de faire leur rituel de continuité pour rester immortels. Et elle gardait ça. Parce que pendant un rituel de continuité, la limite entre notre dimension et celle du néant est affaiblie et des créatures du néant peuvent arriver dans notre dimension et attaquer les gens présents. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver durant ce fameux moment où Tuvul, la moitié mort, essaye de mettre son corps dans un Tenno
d'ailleurs, durant la chute de l'Empire Orokin, mais Voruna arrive, se bat contre l'immense armée de créatures du néant qui se déversent des fissures entre notre dimension et celle du néant, mais arrivera à tuer Tuvul, malheureusement en perdant ses 4 loups, mais en utilisant le Kuva que Tuvul avait prévu d'utiliser pour la continuité, elle va fusionner d'une certaine manière avec ses loups, et juste après, elle va dévorer Tuvul. Et c'est quand même le 2e exécuteur Orokin qui se fait dévorer. Karish, et maintenant Tuvul. À croire que c'est peut-être, je sais pas, une tradition chez les Warframe de bouffer un exécuteur, mais bref. Ce qui nous fait 3 Orokin jusqu'ici. Non, pardon, on est à 4 déjà. On a Aventus, Karish, Nihil et Tuvul. Maintenant parlons du 5e et du dernier dont j'aimerais vous parler, Ballas. Alors Ballas est sans doute la plus grosse ordure de l'univers de Warframe. C'est un personnage qui est marqué par l'orgueil, la manipulation et une profonde obsession pour le contrôle. C'est un séducteur, narcissique et cruel, il se sert des autres comme des pions tout en cachant ses véritables intentions derrière des discours grandioses. Ballas n'était pas seulement un exécuteur d'ailleurs, il était aussi un grand architecte et un grand scientifique. Il a par exemple participé à la création du projet Warframe. C'est lui qui a réussi à utiliser la souche elle-même du Technocide pour transformer des gens en Warframe. Il était par contre très amoureux, peut-être même amoureux maladif de Margulis, et pourtant il a quand même participé à son exécution lorsqu'elle refusa d'abandonner les enfants du Zariman. Ballas va garder une grande rancune contre les Tenno, qui va accuser d'avoir volé l'amour de sa chair et tendre, et c'est cet événement d'ailleurs qui va marquer le début de sa descente dans la trahison. Mais on va en parler après. Dans plusieurs épisodes de l'histoire, Ballas apparaît comme un stratège politique et un juge corrompu. Par exemple, lors du procès de l'Archimédien Périntole, il feint de s'opposer à son projet de machine auto-reproductrice, les Sentients, mais uniquement en fait pour manipuler les autres exécuteurs et les pousser à accepter cette création indispensable au plan Orokin. Il a aussi manipulé des proto-Warframe comme Kullervo, lui faisant commettre une série de crimes jusqu'à sa perte. On peut aussi penser à la quête du sacrifice, où il a forcé un Dax qui avait découvert sa trahison envers les Orokin à être transformé en Warframe et à tuer son fils de ses propres mains, en faisant en sorte que le Dax garde juste assez de conscience pour se rendre compte de ce qu'il était en train de faire à son fils. On peut aussi par exemple parler de ce qu'il a fait à Jade. Il a transformé une personne de force en Warframe alors qu'elle était enceinte, la condamnant à n'enfanter que des cendres et de l'oubli, et son compagnon Soren, qui deviendra plus tard le Stalker, à qui il va faire croire que en jouant les bons chiens, sa femme redeviendra humaine ou du moins aura un enfant. Et d'ailleurs, il va continuellement faire désespérer Jade en lui faisant croire que son enfant ne viendra jamais au monde, chose que maintenant, évidemment, on sait que c'est arrivé et que c'était possible. Mais c'est pour montrer vraiment à quel point ce Ballas était un gros enfoiré. Au cours de la guerre contre les Sentients d'ailleurs, Ballas va révéler aux ennemis la faiblesse des Warframe et trahit l'Empire Orokin, c'est la fameuse trahison dont je voulais vous parler. Peu à peu, il va abandonner sa forme Orokin pour se lier aux Sentients de plus en plus, notamment à Nata d'ailleurs, qui sera plus tard le Lotus. Sa relation avec elle va osciller entre l'obsession amoureuse, la manipulation et la haine. Il va voir en elle un objet pour sa trahison, mais également une capacité, une possibilité de ramener sa femme décédée à la vie, étant donné que Lotus est une mimique qui peut prendre la forme de quoi que ce soit. Et en utilisant la mémoire des Tenno, et en extirpant de cette mémoire les souvenirs de Margulis qu'avaient les Tenno, il va les mettre dans Nata et essayer de ramener d'une certaine manière sa femme. Mais ça ne va pas recréer Margulis, ça va juste créer le Lotus. Il va s'autoproclamer maire de tous les Tenno, et ça va aussi être l'une des raisons de la chute de l'Empire Orokin. Mais Ballas, même après ça, il va revenir. Pendant l'arc de The New War, Ballas devient le dirigeant d'une armée, utilisant des voiles pour contrôler les esprits et transformer les populations en adorateurs soumis. Sa mégalomanie atteint son apogée quand il tente littéralement de sacrifier le système solaire entier juste pour qu'il puisse se barrer vers Tau. Alors finalement, il est défait par le Tenno et Lotus, piégé par ses propres illusions, et sa mort entraîne la chute d'une armère, même si certains de ses fidèles continuent à le vénérer comme un martyr, et que finalement, d'une certaine manière, eh bien, il y a toujours Pazul qui a repris la tête d'une armère.
Et malgré tout, l'ombre de Ballas plane encore sur l'univers de Warframe. Il a beau être mort, on a souvent l'impression que jamais de personne ne meurt vraiment dans Warframe. Son image est utilisée comme symbole dans les lieux comme l'Archimédien, l'Académie de Tauron par exemple, on le voit dans The Old Peace. Hein, c'est pour ça qu'on dit que son ombre reste là, c'est que même dans le futur contenu, il est quand même toujours là. Bon, même si ça c'est un contenu qui parle du passé, mais on voit que il va pas nous quitter toujours. Dans l'Académie de Tauron, effectivement, on voit une immense reproduction de lui, une immense image, avec lui en train de parler et de dire oui, vous êtes nos nouveaux alliés aimants, etc. En bref, même après sa mort, son rôle reste central dans l'histoire tant qu'il a façonné le destin du système origine et on va en entendre parler encore un bon paquet de temps. Mais pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pourquoi est-ce que je vous parle tout d'un coup des exécuteurs Orokin? Et pourquoi tout d'un coup j'ai envie de vous raconter l'histoire de ces gens-là? Alors que finalement, c'est peut-être des choses à quelques détails près que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Pourquoi maintenant? À cause de Roth. Roth, c'est le nom de cette fameuse proto-frame Orokin. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à une chose très simple. C'est un exécuteur. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a 7 exécuteurs Orokin et qu'au total, nous en connaissons 5. Aventus, Karish, Nihil, Ballas et Tuvul. Il en reste 2 que nous n'avons jamais vus. Nous ne savons pas qui ils étaient, où ils sont, s'ils sont morts ou vivants, s'ils sont gentils, méchants. C'était des exécuteurs, donc très certainement des méchants, mais nous n'avons aucune information sur eux. Et j'ai toujours été persuadé qu'un jour, on apprendrait de nouvelles choses sur ces exécuteurs Orokin, justement. Ce serait peut-être le moment venu. Pourquoi est-ce que j'ai pensé d'ailleurs tout de suite à ça? Si vous regardez bien, l'épaulette de Roth, l'épaulette de Roth, me fait beaucoup penser aux épaulettes que pouvait avoir l'hologramme de Ballas dans la courte présentation du gameplay de The Old Peace. Et en plus de ça, Albrecht Entrati a transformé cet Orokin avec comme objectif de faire en sorte que les Orokin soient pardonnés. En gros, qu'il, d'une certaine manière, fasse pardonner les Orokin. Alors, lui, il n'a pas l'air d'être du coup d'accord à pardonner les Orokin, étant donné que il est plus du genre à se demander mais pourquoi est-ce que je devrais être pardonné en réalité, je suis déjà en enfer et je suis un diable. Pourquoi est-ce que un démon aurait besoin d'être pardonné? Et d'ailleurs, le nom de sa Warframe n'est pas anodin. Uriel. Uriel, alors je suis très mauvais dans la connaissance des archanges, etc., mais dans la Bible, mais je crois qu'Uriel est un saint qui représente beaucoup de choses, et notamment la trahison. Je crois. Je suis pas sûr, arrêtez-moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ma théorie, tout ça pour arriver à ça, à cette théorie, je pense que Roth est l'un de ces 2 derniers exécuteurs Orokin dont on ne connaissait pas l'identité et l'existence jusqu'alors. Et le fait qu'Albrecht Entrati ait chopé l'un de ces 2 exécuteurs Orokin potentiellement à la chute de l'Empire Orokin et les transformé en proto-frame pour ses dessins ne m'étonnerait pas du tout. Parce que Albrecht, il aimait pas forcément les Orokin. Enfin, c'était pas un saint, clairement pas, c'est pas le plus gentil, hein. Il est pas mieux que les Orokin pour plein de trucs, mais il a toujours considéré les Orokin comme des débiles. Par exemple, il n'était pas très chaud pour la continuité, et l'utilisation du néant comme source d'énergie, lui, il a toujours été contre, étant donné qu'il il savait que l'homme dans le mur était quelque part là-dedans. Mais il a jamais réellement apprécié les Orokin, d'une certaine manière. Et alors encore moins Ballas, les exécuteurs, etc., qui considéraient comme des débiles. Donc en soi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Roth serait un exécuteur Orokin? Ou alors ce serait un Orokin lambda? Ce serait un peu triste. Ça aurait beaucoup plus de sens que ce soit un des exécuteurs. N'hésitez pas à me dire de ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis assez curieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter comme je vous l'ai demandé. Et aussi à... Voilà, un petit coucou à Yumi, qui est la petite petit chaton. Enfin, un chaton. Pour moi, c'est un vieux chacha maintenant, mais en vrai, regardez comme elle est trop mignonne. Regardez comment elle respire la vie et la joie de vivre. Oui, là c'est bien. Voilà, là, elle est bien.
Oh, dis donc. Oh, dis donc, c'est dur la vie de Chava. La vie de Chava. La vie de Kavat. C'est dur la vie de chat, hein. Regardez-moi ça. Nourri aux croquettes. À la pâtée parfois. Aux croquis aussi. C'est dur la vie de chat. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, le nez on prend. Mais il donne aussi.